Yo, c'est tout le monde, c'est Serspio. Aujourd'hui, on se trouve pour refaire la vidéo d'effet sur l'immension sur les arcs. Car au vu des commentaires que j'ai reçus d'ailleurs, qui étaient très constructifs, merci beaucoup. Surtout à Sid Potterhead, qui m'a beaucoup aidé. Je me suis rendu compte que la vidéo était pas claire du tout, en fait. Et que je vais devoir la refaire pour que les points soient vraiment clairs. Alors que c'était mon but à la base de rendre la vidéo de trash plus claire. Alors que là, en fait, au final, t'es moins clair, bref, voilà. Mais franchement, merci beaucoup pour les commentaires, parce que c'était soit des questions, soit des commentaires constructifs, ou alors des gens qui rectifient mes propos parce que j'avais mal dit des choses. Bref, voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, je vais essayer de refaire cette vidéo, et là, en sorte que tout le monde puisse comprendre, hein, et que elle sert vraiment à quelque chose. Donc, bon visionnage. L'agilité n'est pas le plus important. Dans tous les jeux vidéo, les arcs sont montrés comme des armes prônant l'agilité, et même en général dans les œuvres de fiction, les archers sont souvent très fins et pas très forts physiquement. Enfin, à part les elfes. On a en tête ce fameux triptyque, guerrier brutal, mage intelligent et archer agile. Dans les jeux de rôle, il est souvent demandé d'augmenter sa caractéristique d'agilité pour pouvoir équiper des arcs plus puissants, mais ça n'a aucun sens. Un arc plus puissant est simplement un arc qui vous demande plus de force pour tirer sur sa corde, et qui fatalement envoie ses flèches plus vite pour plus de dégâts. C'est donc la caractéristique de force qu'il faudrait augmenter. Et oui, pour un soldat archer, la force physique est bien plus importante qu'une supposée dextérité. Tirer la corde d'un arc de guerre demande au minimum d'exercer la même force que si l'on devait tirer un poids de 50 kg, et suivant les arcs ça peut même monter jusqu'à 80. Si vous n'êtes pas bien musclé des bras, vous n'allez tout simplement pas y arriver, et vous serez en tout cas jamais capable d'enchaîner les flèches. D'ailleurs, quand vous voyez des archers viser longtemps avec leur arc bandé, là aussi c'est ridicule. En réalité, en attendant ainsi, vous allez vite vous fatiguer, commencer à trembler, et vous ne serez plus précis du tout. Ce qui fait que ce moment de la bataille du gouffre de Helm est un des plus réalistes de tout le Seigneur des Anneaux. Et oui, je sais, il existe aussi des arcs demandant moins de force, mais ceux-ci étaient utilisés pour la chasse ou l'entraînement, pas contre d'autres humains, et encore moins en cas de bataille rangée. Et vu les dégâts que font les flèches dans les films et les jeux, c'est forcément des arcs de guerre qui sont utilisés. Ah, et d'ailleurs, montrer les archers comme étant sans protection est faux. Ça restait des soldats, hein. Ils avaient au moins des gants bisons, souvent des cottes de mailles, et parfois même des armures. Commençons donc par ce premier point. Donc effectivement, comme il est dit, l'agilité, c'est stupide. Mais effectivement, la force serait plus proche. Sauf que pour moi, c'est pas la force qui compterait le plus, mais surtout le mental, effectivement. Car comme dit dans la vidéo, la scène la plus réaliste du Seigneur des Anneaux, c'est un moment où le soldat lâche sa corde. Tout simplement parce que pour tenir la corde, il faut du mental. Vraiment, faut penser à pas lâcher. Des fois, tu peux trop lâcher sans faire exprès de lâcher, mais au final, ce sera plus au niveau de ton cerveau que ça va agir qu'au niveau de tes muscles. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, et beaucoup de mes amis qui font le tir à l'arc. On a déjà testé des arcs de guerre, d'ailleurs c'était franchement cool. Et surtout, tu sens bien le punch des trucs. Mais je dirais que c'est pas vraiment la force qui compte le plus, mais surtout le mental. Même si ils ont raison, du coup, la force quand même, ce serait plus intelligent de l'utiliser que de l'agilité. Ce serait beaucoup plus logique. Deuxième point, ils disent que, au vu des dégâts que font les arcs dans les jeux vidéo et les films, ce sont des arcs de guerre. Sauf que, au vu des mouvements que font les gens et comment ils s'en servent, ce serait beaucoup plus des arcs de chasse ou des arcs modernes ou à poulies. Ça me paraît très logique. Ou des arcs enchantés d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour la première partie. Donc... Les volets de flèches, c'est surcoté. Dans toutes les grandes batailles médiévales au cinéma, on voit au début de combat des rangées d'archers tirer leurs flèches en l'air pour toucher les ennemis à une distance maximale. Mais si on y réfléchit un peu, c'est une très mauvaise stratégie en termes d'efficacité. En tirant de cette manière, vos flèches perdent presque toute leur vitesse initiale, qui peut atteindre les 200 km/h, et en plus ces flèches arrivent par le haut. C'est pas un super plan quand on affronte des gens avec des casques. Bah oui, même s'il était rare de croiser des hommes en armure complète vu leur prix, tout le monde portait au moins un casque, et souvent en plus des cottes de mailles. Et si une flèche peut en effet traverser une côte, elle n'y arrivera pas forcément après avoir perdu beaucoup de puissance. En tout cas, c'est compliqué de trouver des sources historiques qui confirment que ces nuées de flèches se faisaient bel et bien. Les illustrations où l'on voit des archers tirer vers le haut, c'est souvent lors de sièges, quand il faut tirer au-dessus des murs d'un château. Sinon, ils sont toujours représentés en train de tirer à l'horizontale et pas si loin des ennemis, là où leurs flèches auront un impact maximum et auront plus de chances de traverser les côtes de mailles ou de passer par les points faibles des armures des chevaliers. En bataille, les flèches ne sont pas en nombre illimité, il n'est pas judicieux de les utiliser si l'on n'est pas
pas sûr de faire des dégâts sur sa cible. On a cependant en Europe des récits de petites volées de flèches décochées pour mettre la pression aux troupes adverses et les faire avancer. Et là on touche à quelque chose. Si des volées ont été utilisées à travers l'histoire, c'était en premier lieu pour leur facteur psychologique. C'est un facteur qu'on néglige souvent ici en Occident, mais en Orient, la psychologie des soldats était très importante dans une bataille. Voir des milliers de flèches vous arriver sur la gueule, même si vous savez que vous vous en sortirez sans trop de soucis, ça doit quand même bien faire flipper, surtout si vous êtes un novice des champs de bataille. On a par exemple, durant l'Antiquité, lors de la bataille des Thermopyles, cette légende qui voulait que les flèches des Perses pouvaient recouvrir le ciel entier, comme on peut le voir dans le film 3. Effectivement, les volées de flèches étaient des armes psychologiques principalement. Cependant, les novices, donc les serfs et les paysans, qui étaient là pour faire leur devoir envers leur seigneur, c'est-à-dire protéger les terres et protéger le seigneur en question, avaient souvent des boucliers et des casques, mais ne pensaient pas se protéger de ces volées de flèches, car ils avaient peur et étaient tétanisés. Donc ils n'avaient pas le réflexe de mettre le bouclier au-dessus de leur tête, et avaient le réflexe de regarder les nuées de flèches, parce qu'ils en avaient peur, et du coup, le casque ne les protégeait plus, ils étaient souvent blessés, ou tués ainsi. Non, c'est faux, très peu de personnes portaient des côtes de mailles. Comme j'ai dit précédemment, la milice était principalement composée de serfs et de paysans qui n'avaient pas l'argent pour se payer de telles choses. Les côtes de mailles coûtaient excessivement cher. Par contre, la milice spécialisée et les archers spécialisés, eux, en possédaient. Sauf que cela ne fait pas un très grand nombre par rapport à la taille d'une armée. Et de plus, ces autres personnes susceptibles d'en posséder, donc armure ou côtes de mailles, étaient les nobles et les bourgeois qui faisaient souvent partie de la cavalerie. Pour ceux qui se demandent ce qu'est la milice spécialisée et les archers spécialisés, ce sont ceux ayant reçu une formation et du coup un équipement de meilleure facture. Les arcs ne sont pas des armes de mêlée. À cause d'Hawkeye et surtout de Green Arrow, c'est revenu à la mode d'utiliser les arcs comme des armes au corps à corps. Parce que quand on y pense, un arc c'est juste un bout de bois amélioré finalement. On devrait donc pouvoir s'en servir comme un bâton. Ouais, mais non. Dans un arc, la majeure partie du poids est concentrée au milieu. Sa masse n'est pas la même tout le long comme elle le serait avec un bâton. Quelle que soit la façon dont vous le tenez, vous ne serez jamais à l'aise pour le manier. La forme de l'arc va aussi vous gêner puisqu'il est courbé, vous n'allez pas arrêter de vous cogner vous-même en attaquant. En plus, cette forme courbe implique que vous avez moins de portée qu'avec un bâton droit. Et on n'oublie pas qu'un arc est fait pour être souple et léger, voilà qui limite encore ses dégâts potentiels. Avec un minimum de protection, vous serez totalement safe. Mais le vrai problème, c'est la corde. Elle va vraiment vous casser les couilles. I can't even do this at all, really. So, this doesn't work. Et pour finir, ces galères de parer avec, vous n'avez pas de garde, alors vos mains sont en danger. Et de toute façon, un arc va pas résister longtemps à des coups de masse ou d'épée. Bah t'as qu'à utiliser un arc en métal, petit con. Ouais, retourne jouer toi. Dans le monde réel, les arcs en métal à la Skyrim, c'est impossible. Un arc rigide ne peut pas fonctionner. C'est logique pourtant, c'est la base même du principe d'un arc, se plier. Alors on peut attacher des poulies à un arc en métal pour pallier à ça, mais des armes de ce genre-là, ça a beau être stylé, ça n'existe que dans l'Heroic Fantasy. Par contre, on notera que si les arcs sont pourris en mêlée, vous pouvez utiliser les flèches comme poignards. Ça peut étonnamment faire le taf, surtout que les flèches d'arc de guerre sont bien plus imposantes qu'on pourrait le croire. Mais bon, les archers se baladaient toujours avec une arme secondaire, hein. Masse, épée ou encore dague. C'est aussi un cliché ça, l'archer sans défense dès qu'on arrive au corps à corps, donc autant sortir son arme secondaire, parce que ça fait même pas gagner du temps d'utiliser son arc. Dégainer une arme prend 2 secondes, il suffit de reculer en le faisant pour être en sécurité. Alors j'ai qu'une seule chose à dire, et qui est pas forcément très intéressante, mais si c'est possible de créer un arc en métal. Ça sert à rien, ça tire pas loin, quand t'arrives à tirer avec, mais tu peux en faire un. C'est inutile, mais tu peux le faire. On passe au pas suivant. La vraie puissance des flèches. Dans les films et séries, souvent c'est un tir, un mort. Mais bon, en vrai, vous allez jamais tomber raide mort après avoir juste reçu une flèche. Alors ça sera pas beau à voir, il y aura du sang, mais il y a de bonnes chances que vous y surviviez. Faudrait vraiment que ça touche un organe vital pour vous tuer sur le coup, et comme on l'a dit, la tête des soldats était très souvent protégée. On a quand même des histoires de types qui avaient relevé leur visière en se croyant en sécurité, et qui ont pris des flèches en pleine tronche. Ça doit picoter. Mais bref, l'immense majorité du temps, si vous mourrez de flèches, ça sera à cause d'hémorragie, parce que vous en avez reçu plusieurs, ou par infection de vos plaies des jours après. Car faut savoir que contrairement à une balle d'arme à feu qui peut être designée pour éclater à l'intérieur du corps et envoyer des particules dans tous les sens pour déchirer les tissus internes, ben la flèche elle va juste tout droit, c'est clean. Mais ce côté non létal, c'était pas un problème, car sur un champ de bataille, un soldat blessé équivalait souvent à un soldat mort. On ne le sait que trop bien, une simple flèche dans le genou peut détruire une vie. Ah, et qu'on mette quelque chose au clair, les flèches ne peuvent pas transpercer les armures. Comme on l'avait vu avec les épées, les armures
armure intégrale était vraiment résistante. Les flèches passent pas. Alors on peut trouver sur YouTube des soi-disant tests qui prouveraient que les flèches passent au travers, mais vous faites pas avoir. Souvent, ils sont réalisés sur des armures low cost. Je tiens tout de même à préciser que dans les films et séries, nous voyons seulement les gens tomber. Nous ne savons pas s'ils sont raides morts, comme dit dans la vidéo. On voit seulement les ennemis tomber, dû au choc de la flèche. Or, quand tu reçois un ballon à très grande vitesse, alors je sais que l'exemple n'est pas très bien choisi, parce que un ballon contondant alors qu'une flèche, elle, est perforante, mais bon, voilà. Quand un ballon t'arrive à puissance assez élevée, tu tombes. Or, une flèche va à 200 km/h, donc même si elle est perforante et non contondante, ben ça te fait tomber. Parce que c'est très puissant, surtout c'est un arc de guerre. Quand tu tires sur une cible au tir à l'arc, même avec un arc de base, un arc dit d'entraînement ou un arc classique, la cible qui est souvent un gros bout de paille tombe. Et donc un arc de guerre ne ferait pas tomber un humain, ça m'étonnerait beaucoup. Second point, certes, il y avait des gens avec des casques intégrales qui recouvraient toute la tête, mais ceci était rare, c'était les nobles et les bourgeois, donc les chevaliers. Donc ils étaient rares, puisque la plupart qui étaient donc les serfs et les paysans avaient certes des casques, mais qui recouvraient seulement le haut de la tête et le derrière souvent. Et souvent, ces casques n'étaient pas non plus forcément en métal, mais pouvaient souvent être en cuir. Voilà, passons au point suivant. Les flèches de feu. Alors on va pas se mentir, ces flèches sont super stylées, mais si on se penche un peu dessus, ben c'est pas si ouf. Déjà, il vous faut une grande surface inflammable au bout de votre flèche. Si cette surface est trop petite, la flèche s'éteindra tout simplement au moment où vous la décochez, et vous aurez l'air bien con. Faut aussi renforcer la flèche entière pour qu'elle se pète pas au moment du tir, avec ce poids supplémentaire au bout. Ben du coup, au final, avec ces flèches très lourdes, vous perdez carrément en distance et en pénétration, ce qui sont un peu les deux raisons pour lesquelles on veut utiliser un arc à la base. Et même, admettons que la flèche touche bel et bien votre opposant, bah il va pas instantanément commencer à cramer sans rien faire. Son premier réflexe sera de retirer la flèche, elle aura moins pénétré dans son corps qu'une flèche classique, et en plus avec la chaleur, il y a moyen qu'elle cautérise la plaie. Par ailleurs, il faut savoir que seul un pourcentage très faible des flèches de feu atteignant une surface pouvant brûler y mettent vraiment le feu. On parle d'environ 2%, c'est pas incroyable. Alors on notera tout de même qu'il y a deux situations où ces flèches peuvent trouver une utilité, en cas de siège pour tenter de foutre un incendie dans une ville, ou dans les combats navaux, vous vous doutez pourquoi. Ah non, il a raison, hein, j'ai rien à redire. Il a raison. Totalement. Mais alors, totalement, il a raison. Surtout qu'on sait à quel point c'est pénible pour que le feu prenne. Ça prend 3 plombes, et en plus, à la fin, il s'éteint. Voilà, j'ai rien à redire. Point suivant. Maintenant, comme d'habitude, on va aborder 3 autres points qui ne méritent pas autant de développement, mais qui sont tout aussi intéressants. Les arcs ne font pas leur bruit iconique quand vous les bandez. Et oui, désolé, le son n'existe pas. Ça a été inventé de toutes pièces. En vrai, un arc, ça fait presque aucun bruit. Rien à redire. Continuons. Et sinon, vous savez, partout on voit toujours les archers gardant leur corde à leur arc. Ben en fait, en déplacement ou en repos, il faut retirer la corde sous peine de rendre votre arc inutilisable en peu de temps. Mais surtout, comme pour les épées, les carquois dans le dos, c'est non. Enfin, ça a existé, mais l'immense majorité du temps, les carquois étaient à la ceinture. Et surtout, les archers n'hésitaient pas à prendre plusieurs flèches en main à la fois pour les décocher plus vite. On a même des cas lors de batailles rangées où les archers plantaient leurs flèches dans le sol pour être bien libres de leurs mouvements. Mais ouais, le carquois dans le dos a plein de désavantages. Galère de prendre vite une flèche, si on se déplace brusquement, tout peut se casser la gueule et ça va se bloquer dans plein de trucs. Comme dit dans la vidéo, c'est stupide de garder une corde à un arc. Ça va juste déglinguer l'arc et il sera inutilisable après. Maintenant, passons au carquois et là j'ai des choses à dire. Alors, dans un premier temps, effectivement, le carquois à la hanche est le plus répandu, que ce soit aujourd'hui ou même avant. Cependant, le plus répandu ne veut pas dire le meilleur. Excuse-moi, mais Fortnite, c'est un des jeux les plus répandus et pourtant, c'est pas le meilleur. Ça te convainc comme exemple? Maintenant, passons à la comparaison entre les deux carquois, si vous voulez bien. Donc, premier point de cette critique, du coup, selon Trash, c'est plus galère de prendre une flèche dans le dos que à la hanche. Totalement vrai. Donc, point gagné pour le carquois à la hanche. Passons au second point. Pour ce second round, il parlait du coup que les flèches dans le carquois dans le dos se barraient dès que tu faisais des mouvements trop brusques. Sauf que c'est encore pire chez le carquois à la hanche parce que dès que tu marches, les flèches, elles se barrent et elles vont par terre. Parce que dès que tu marches,
ces flèches, elles tombent de ton carquois à la hanche. Qu'il soit stable ou non. Donc le carquois à la hanche, non, c'est pas mieux. Le nombre de fois où je suis allé sur le pas de tir pour récupérer mes flèches, et que les quelques flèches qui me restaient dans le carquois sont tombées, je le compte même plus. Donc non, c'est pas plus pratique qu'un carquois à la hanche pour ça. Donc le carquois dans le dos a clairement gagné. Et surtout, personne ne saute quand t'as un carquois à ta hanche ou dans le dos. C'est beaucoup trop dangereux. Je dirais même c'est stupide. Sauf si tu fuis et du coup là t'es obligé de sauter. Mais dans tous les cas, les flèches elles vont se barrer du carquois. Hein. Qu'il soit dans le dos ou à la hanche. Ça change rien. Donc voilà. Round gagné pour le carquois dans le dos. C'est tout. Passons au suivant. Passons au round suivant, le décisif. Alors ce point, j'en parlerai même pas. Pour une bonne raison. Bah non, ça se bloque pas en fait. Je veux dire, mais surtout qu'en plus là le mec est en forêt. Donc là que les chasseurs qui allaient en forêt, ou des voyageurs qui chassaient, donc pour moi c'est à peu près la même chose, et du coup les mecs ils couraient pas comme des demeurés dans la forêt. Ils se déplaçaient discrètement. Donc voilà. Donc non, ça fonctionne pas. Et puis même en soi, le carquois, on n'a pas de meilleur ou de moins bon, c'est vraiment par rapport à tes préférences. Donc tu peux pas vraiment dire qu'un carquois gagne par rapport à l'autre. C'est comme si tu préfères mettre un holster à la hanche ou dans la veste. Il aura les avantages et les inconvénients. Voilà, c'est tout. C'est maintenant la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que du coup j'ai bien pu réaliser mon objectif, du coup j'espère que vous me direz dans les commentaires du coup si l'objectif que je m'étais fixé en faisant cette vidéo a bien été atteint, du coup, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à lâcher du coup un commentaire pour aider les petites chaînes YouTube comme la nôtre, merci.